Merci, professeur Mkrio d'avoir accepté notre invitation. Wow. Nous en sommes très heureux et très fiers. Je présente le professeur Mkrio pour les personnes qui ne connaissent pas. Bien évidemment, beaucoup d'entre nous le connaissent. Le professeur Mkrio est une sommité du monde médical. Il est cardiologue de formation et ce dernier s'est aussi rapidement intéressé à la gériatrie à laquelle il a conféré ses lettres de noblesse en créant notamment le premier cursus universitaire spécialisé de gériatrie et le centre régional de gériatrie au CHU de Bordeaux et en fondant l'Académie européenne de gériatrie. Après sa longue et magnifique carrière professionnelle, le professeur Mkrio, aujourd'hui retraité, se consacre désormais pleinement à l'engagement associatif et à faire part de son inégalable connaissance du monde médical à travers ses conférences. Euh, le professeur Mkrio s'est pris de passion euh, pour euh, pour le site où il a commencé sa carrière et il nous dévoilera à travers les images d'archives l'histoire certainement de l'hôpital Saint-André, des congrégations religieuses au projet futur, en passant par l'influence de Vital Karl et des agrandissements du site hospitalier. Je vous laisse la parole, professeur Mkrio. Nous vous écoutons pour cette belle balade. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente, pour ces mots très aimables. Oui, je suis un vieux médecin. J'ai été effectivement, j'ai fait toutes mes études de médecine à Bordeaux. J'ai suivi tout le cursus hospitalier et universitaire à Bordeaux. Je suis retraité maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Voilà, je me suis passionné pour cette histoire parce que je pensais la connaître. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, j'ai rien découvert parce que je suis pas un savant, mais par contre, j'ai lu et je me suis rendu compte que cette histoire est une histoire complexe, mais en même temps passionnante. Voilà, donc je vais vous balader autour des hospices et des hôpitaux de Bordeaux. Alors, en préambule, je reprends, si vous voulez, ce que je dis à chaque fois, c'est que les termes hospice et hôpitaux sont des termes qui sont absolument identiques. En langue française, c'est le principe de l'hospitalité, donc au sens très large du terme. Et dans le français moderne, effectivement, les hospices, on pense à hospice de vieillards, hospice des pauvres, alors que les hôpitaux, c'est effectivement du soin. Dans le français ancien, il n'y a pas de différence. On emploie indifféremment, et vous verrez, j'emploierai indifféremment les termes d'hospice et hôpitaux, en sachant que cette distinction, bien sûr, dans le français moderne, apparaît tout à fait nettement. Alors, on va commencer notre promenade dans Bordeaux. Si j'arrive à passer la première image. La voici, on va commencer par la période médiévale. Vous avez ici un plan de Bordeaux que vous connaissez bien entendu, avec ici le cours des fossés, donc c'est-à-dire ce qui correspond au cours Victor Hugo maintenant, et j'ai entouré de rouge une zone dans laquelle nous allons aller nous promener. Voilà, donc vous avez ici une vue qui est connue, qui est celle de Léo Drouin. Donc c'est un dessin à la plume de Léo Drouin qui donc illustre quelque chose qui était au XIIIe siècle. Bon, n'assistons pas, si vous voulez, sur la réalité exacte de ces détails, mais peu importe. Vous avez ici la porte Caille-Fermand, qui est intéressante parce qu'elle est située exactement au croisement de la rue Sainte-Catherine et du cours Victor Hugo. On descend donc les fossés, le cours Victor Hugo, et on va arriver à la porte Saint-Éloi, la grosse cloche, avec ici donc l'ancien hôtel de ville et l'église Saint-Éloi qui est de l'autre côté. Et puis en descendant un peu plus bas, on va arriver à la porte Boucaire, puisque c'est le mot gascon Boucaire qui signifie boucher, et donc c'était les quartiers des bouchers dans la période médiévale. Alors on va partir de la porte Saint-Éloi. Cette porte Saint-Éloi, vous la connaissez, c'est la grosse cloche, hein, donc avec, il ne reste plus rien de l'ancien hôtel de ville, l'église Saint-Éloi est toujours là. Il y a par contre deux rues qui sont intéressantes, qui sont la rue Saint-James. Vous savez qu'il ne faut pas dire Saint-James parce que c'est un mot gascon qui signifie Jacques, et par conséquent, c'est bien la rue Saint-James qu'il faut annoncer. Et en face de cette rue, il y a la rue du Mirail.
Alors, voilà un plan beaucoup plus simple. Donc, la porte Cailly-Fermand, donc la porte Saint-Jacques ou la porte Saint-Éloi, c'est la même chose, la porte Bouquière. On traverse donc les fossés donc au Victor Hugo, et on arrive rue du Mirail pour un hospice qui s'appelle l'hospice Saint-Jean. Alors, c'est amusant parce que je voudrais vous montrer donc cette rue du Mirail, et c'est une curieuse légende qui n'est pas toujours très connue. Imaginez que, donc, à une période très ancienne, il y avait un puits très important. Ce puits était capital pour le ravitaillement en eau, mais voilà-t-il pas qu'il y avait un abominable serpent dans le fond de ce puits, et tous ceux qui regardaient cet animal qui était tellement affreux qu'ils en mouraient de peur instantanément. Et donc, un soldat qui revenait des croisades est passé par là et a dit bah, écoutez, votre truc, votre monstre, moi je vais vous en débarrasser. Tout le monde l'a regardé, étonné, en disant c'est pas possible, comment va-t-il faire avec une simple épée alors que c'est une bête énorme. Et à la grande surprise générale, il a descendu un miroir dans le puits, et quand la bête s'est vue, elle est morte immédiatement. C'est une légende, mais ce qui est intéressant, regardez, c'est que miroir se dit miraille en gascon. Et par conséquent, cette légende, qu'est-ce qu'il en est exactement? Je n'en sais pas davantage. C'est Robert Coustet qui raconte ça dans nos biographes, et donc c'est une histoire tout à fait passionnante. Alors, donc, le puits était quelque part par là, et il y avait donc cet hospice Saint-James qui était là. L'hospice Saint-James, c'est pas le premier à Bordeaux, mais c'est un hospice très important. Il est fondé par Guillaume IX, qui est le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine. Et vous voyez qu'il avait trois fonctions, cet hospice. C'était d'héberger les jacquets, vous savez, les pèlerins qui partaient vers Saint-Jacques-de-Compostelle, recueillir les femmes pauvres en couche, ça on en reparlera, parce qu'à l'époque, ce n'était pas un sujet d'intérêt général. Et troisième élément très important, c'était nourrir, entretenir les enfants abandonnés et orphelins. Et je vais en reparler à plusieurs reprises à propos de l'hôpital Saint-Louis et à propos surtout de l'hôpital de la Manufacture. Donc, Guillaume X, le père d'Aliénor, prend la relève. Aliénor se marie, comme vous savez, avec le roi de France, divorce, se remarie avec Henri de Plantagenet, mais qui vivait à Bordeaux. Et donc, vous voyez, qui effectivement fait agrandir cet hospice. Donc, c'est un petit morceau d'histoire, mais qui montre quand même que c'était un hospice, une fois encore, important dans la ville de Bordeaux. Malheureusement, et ça je vous le redirai à propos d'autres établissements, cet hospice est mal entretenu, et 4 siècles après, il est dans un état accablant, dit l'archevêque de Bordeaux. Ça veut dire qu'il ne faut plus s'en occuper, enfin il faut l'abandonner parce que c'est plus possible. Les jésuites s'installent juste en face dans le collège de Madeleine, ce qui va devenir le lycée Montaigne, avec les problèmes des jésuites, à savoir qu'ils ont été chassés, qu'ils sont revenus. Bon, je passe là-dessus. Et je vous parle ici de quelque chose dont je reparlerai largement, qui est la manufacture, car c'est l'endroit où les enfants abandonnés vont être recueillis. Et donc, à partir de 1857, les enfants ne vont plus aller donc à l'hospice Saint-James et vont aller à la manufacture. Ce qui fait que, petit à petit, cet hospice tombe en décrépitude. Vous voyez que, curieusement, l'église est vendue et devient un théâtre. C'est vous dire que c'était réellement quelque chose qui avait été complètement abandonné. Et puis finalement, après l'expulsion des congrégations, eh bien, cette église s'est perdue et va être transformée en garage. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste de l'hôpital Saint-James? Eh bien, quand vous allez rue du Mirail, voilà, vous passez au 10 rue du Mirail, et voilà la vue que vous avez. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si. Il y a quelque chose. Il y a une plaque. La plaque, elle est là. Et vous voyez, c'est la commémoration de cet hôpital Saint-James. Donc, l'histoire est racontée, je ne vais pas vous la faire une deuxième fois, mais c'est tout ce qui reste. Il reste ça. Et puis derrière le rideau métallique que vous avez vu, il y a ces restes de cette église transformée en garage, avec une partie de la voûte qui s'est effondrée, et tout un problème pour savoir qu'est-ce que l'on peut faire pour restaurer ou sauvegarder ce patrimoine. Bon, c'est un autre problème sur lequel je n'ai pas de réponse. Donc nous sommes ici, voyez-vous, l'hôpital Saint-Jacques, Saint-James, nous sommes là, avec la grosse cloche qui est ici, et vous avez ici donc le cours des Fossés qui va devenir le cours Victor Hugo. Alors je vous invite à marcher
Et on va partir par là, on va remonter, on va passer, ici c'est l'emplacement du musée d'Aquitaine. Ah, là il manque quelque chose qui sera percé au XIXe siècle, et on va arriver à la cathédrale et on va aller dans le quartier qui est derrière la cathédrale, et donc on va faire cette promenade à pied. Voilà, vous marchez très vite, donc avec moi, on passe à côté de la cathédrale et on va arriver. Est-ce que ce truc vous gêne? Est-ce que vous voyez, vous êtes en train de partager votre écran? Est-ce que je vais essayer de l'enlever? Est-ce que ça vous gêne, vous? Est-ce que vous voyez ou pas? Du tout, non, c'est On très voit très bien, ça ne gêne pas du tout. D'accord, donc C'est c'est parfait. pour moi, ça n'a pas de problème. Alors, donc, il va y avoir un personnage qui est le chanoine Vital Karl. Vital Karl, c'est un chanoine de la cathédrale Saint-André, c'est un Gascon. C'est un homme qui a une fortune personnelle et familiale importante et il fait don de 2 maisons pour créer l'Hospitao San Andreu. Le testament est écrit en gascon. Alors, c'est pas moi qui l'ai traduit, mais vous voyez, le testament dit que cet hospice est fait pour accueillir les pauvres malades qui ne pouvaient aller demander l'aumône ni gagner leur vie par la ville, comme les pauvres pèlerins et voyageurs, toujours la même chose, des jaquets, pour une nuit ou deux, ou plus, si le gouvernement de l'hôpital le trouvait à propos et pourvu qu'il ne soit pas des truands, sick. Voilà. Alors, cet hôpital Saint-André, Jean, il faudrait que tu éteignes ton cigare, ça me fait tousser. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon. Soyons sérieux. Donc, l'hôpital Saint-André est un hôtel-dieu. Un hôtel-dieu, qu'est-ce que c'est qu'un hôtel-dieu? Eh bien, il y a 2 particularités. Un hôtel-dieu, d'abord, c'est un hospice, un hôpital qui est à côté de la cathédrale. Et donc ici, la cathédrale Saint-André, la voilà. Et deuxième caractéristique, il faut que cet hospice soit sur le bord d'une rivière ou d'un fleuve. Vous savez que le centre de Bordeaux voit le passage de 2 rivières, qui sont la Devèze qui passe par Mérignac et le Peu qui passe par Pessac. Eh bien, l'hôpital va se trouver sur le bord de la Devèze, dans cet endroit que je vous surligne, et vous allez voir plus précisément tout à l'heure. Pourquoi cela? Parce qu'il fallait de l'eau, bien sûr, pour les boissons des malades, pour tout ce qui était lavage et autres, et il y avait les effluents qui étaient rejetés vers la ville basse. Tu veux dire que dans ces bas quartiers, du côté Saint-Pierre, ça n'était pas très chouette. Bon, enfin, c'était comme ça à l'époque. Voilà, alors pour mieux préciser toutes ces localisations, je vous montre ici un plan qui bien sûr date de 1850, sur lequel on va se promener et on va partir d'ici du cours d'Albret, on va remonter vers la place Dauphine, la place Gambetta, on va attaquer la rue des Fossés de l'Intendance, vous connaissez, on va prendre la première à droite qui est la rue de la Vieille Tour, ici, la Vieille Tour étant là. On va croiser la rue Porte-Dijon, on va descendre par la rue des Remparts et on va arriver ici, donc, à l'emplacement de l'hôpital Saint-André. Alors, l'hôpital Saint-André numéro 1, vous voyez, c'est donc en bas de la rue des Remparts. Ici, c'est la rue des Trois Conils, vous savez, il y a 3 petits lapins. Et ici, c'est la rue de Rua. Pour la petite histoire, la rue de Rua, c'est une rue qui penche. C'est comme ça qu'autrefois, on appelait des rues dans lesquelles il y avait des dames qui rendaient service à des messieurs, moyennant quelque argent. Et donc, la rue de Rua était une rue qui n'était pas très bien famée. Et il y avait, elle ne s'appelait pas rue de Rua, elle s'appelait rue Saint-Paul, parce qu'il y avait l'église Saint-Paul qui était là. Bon. Alors, cet hôpital Saint-André, donc c'est un petit hôpital, un petit établissement, il y a 26 lits, chacun garni de couettes, de couvertes, des 2 paires de linceul. Vous voyez que ce n'est pas une image de Bordeaux, il n'y en a pas. C'est une image que j'ai empruntée donc, ailleurs. Vous voyez effectivement qu'il y avait souvent 2 personnes, voire même 3 personnes dans un même lit, et qu'un certain nombre de personnes venaient à décéder à l'hôpital, ce qui fait qu'effectivement les draps servaient de linceul. Bon. Voilà ce qui reste. Cet hôpital a fonctionné pendant à peu près un siècle. Il était mal entretenu, malgré ce que Vital Karl avait prévu. Finalement, il a été complètement détruit. Et si vous promenez dans le quartier, je suis le dos donc à la mairie. Vous avez donc ici la rue des Remparts, je dis bien. Donc ici la rue des Trois Conils et donc la rue de Rua qui est là. Et voilà tout ce qui reste. Et ce bâtiment moderne qui est 19e siècle, il n'y a aucune plaque qui témoigne effectivement de l'existence de l'hôpital, l'ancien hôpital Saint-André numéro 1. Voilà.
Donc, cet hôpital a fonctionné, comme je vous l'ai dit, pendant un siècle. Et puis, les guerres, les malversations, une mauvaise administration ont fait qu'il était en très mauvais état et qu'il fallait faire quelque chose. Louis XII, le roi de France, de passage à la fin du XVe siècle, passe par là et voit cet hôpital et dit il faut faire quelque chose, il faut le transformer. Il faudra du temps pour se lancer. Et c'est un dénommé Nicolas Boyer, qui est un juriste, qui est un homme d'origine, qui est montpelliérain d'origine, qui est venu s'installer à Bordeaux, qui a été nommé président du Parlement de Bordeaux, qui est chargé de cela. Et cet homme va être frappé par cette œuvre très importante et en même temps par le mauvais état. Et donc, il va donner tous ses biens par testament pour, comme vous le voyez, alimenter et nourrir à jamais les pauvres de Dieu. Voilà. Et donc, il va faire démarrer des travaux de construction d'un nouvel hôpital Saint-André, numéro 2, à partir de 1540. Et vous voyez qu'il va y avoir plusieurs tranches de construction parce qu'effectivement, les besoins augmentant, et puis vous voyez qu'il y a des épidémies, de peste, de grippe infectieuse et autres qui font qu'il faut construire. Il faut construire, et donc on construit par période. Alors, où est-ce que est cet hôpital ? Alors, vous avez ici un morceau de plan intéressant. Vous avez donc ici la rue des Remparts, la rue Saint-Paul, vous avez la rue des Trois-Conils qui est ici, donc Saint-André numéro 1, et vous voyez l'hôpital général. Donc, le nouvel hôpital Saint-André, il est là. Donc, il est là. Vous avez ici les jardins donc, dans lesquels il va y avoir le palais Rohan, la cathédrale avec la demeure de l'archevêque à l'époque, avant qu'il fasse construire le palais Rohan. Donc, le nouvel hôpital est situé là. Alors, si on reprend le plan que je vous montrais tout à l'heure, voilà, grosso modo, c'est un pentagone, si vous voulez, qui est situé donc ici. Alors, attention, j'ai figuré ici, en rouge, la rue Vital-Carle. Elle n'existe pas. J'en reparlerai tout à l'heure, mais à l'époque, elle n'existe pas. Et donc, tout est construit. Et y compris sur la place, la future place Jean Moulin, il y a des constructions qui sont à côté de la cathédrale et donc des constructions partout. Je vous demande de noter ici un nom qui est le collège Saint-Raphaël. Vous verrez ce nom réapparaître tout à l'heure sous ça plus un collège, mais peu importe, retenez cela parce que ce collège va être déplacé et j'en reparlerai évidemment. Pour vous situer, donc cet hôpital, vous voyez l'Athénée, que vous connaissez, le centre Jean Moulin, et vous voyez donc c'est toute la partie basse de ce qui va être la future rue Vital-Carle. Alors, on a très peu de documents sur Saint-André numéro 2. Il y a deux gravures que vous voyez, donc avec une chapelle gothique dont il ne reste rien, mis à part le portail qui est conservé. Des bâtiments hétéroclites parce que c'était construit effectivement en plusieurs tranches et il n'y avait aucune unité architecturale. C'est un hôpital. C'est un hôpital. C'est un hôpital parce que, contrairement à Saint-André numéro 1, il y a 2 médecins, il y a 2 chirurgiens, il y a des internats en chirurgie, et c'est comme ça que l'on sait que l'internat en chirurgie a débuté à Bordeaux il y a plus de 450 ans maintenant. Et puis, il y avait bien sûr des religieuses, et puis des infirmiers, enfin des personnes chargées de l'entretien. Le terme d'infirmier est certainement pas galvaudé. Vous voyez que ce bâtiment permettait d'accueillir 258 lits, et on pouvait accueillir jusqu'à 384 personnes. Pendant la Révolution, on a accueilli jusqu'à 500 personnes ou même davantage. Donc, c'est dire qu'on plaçait les gens 2 ou 3 dans le même lit et puis même sur des paillasses, voire sur de la paille dans la chapelle. Enfin, des conditions d'hébergement qui, évidemment, n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît maintenant. Voilà, cet hôpital neuf, il va faire comme le reste, il va vieillir. Et donc, après la Révolution, vous voyez qu'une partie, il y a un mur qui s'effondre, donc il est en mauvais état. Et donc, à partir de 1825, il y a un concours qui est lancé pour la construction d'un nouvel hôpital. Alors là, il y a un petit épisode. 1825, c'est donc Louis XVIII est mort en 1824, donc c'est Charles X. Et il y a un duc de Richelieu, qui est le fils du duc de Richelieu, qui a fait construire le Grand Théâtre, et qui est lui-même l'arrière-petit-neveu du cardinal de Richelieu. Bref, cette grande famille. Alors, ce duc-là, ce duc de Richelieu, est particulier parce qu'il était ministre des Affaires étrangères et il vient d'obtenir le départ des troupes alliées qui occupaient Paris depuis
que Napoléon a disparu en 1815. Et ça veut dire qu'il a obtenu par négociation ce départ de ses troupes ennemies, et ce qui fait que pour le récompenser, on va lui donner une somme importante qu'il ne peut pas récupérer pour des raisons personnelles, et dont il va faire don à la ville de Bordeaux, et cette somme va permettre de démarrer les travaux de l'hôpital Saint-André. Voilà. Donc ces travaux vont se faire, et vous voyez que c'est en 1829 que les premiers malades vont être transférés à l'hôpital Saint-André numéro 3. L'hôpital Saint-André numéro 2 était en tellement mauvais état qu'on décide de le démolir parce qu'il n'y a rien à retirer de ça. Alors démolition, ça rappelle quelque chose. Ça rappelle un certain préfet Haussmann, parce que le préfet Haussmann, avant d'être à Paris, il a été sous-préfet à Blaye et il a été préfet à Bordeaux pendant 1 an et demi. Et donc, le préfet Haussmann, il a déjà cette manie de lancer des travaux. Et donc, on lui doit, ça c'est sûr, les boulevards de Bordeaux. Les boulevards de Bordeaux, les boulevards périphériques, tels qu'on les connaît, c'est Haussmann qui les a décidés. Ça a été construit une fois qu'il était parti, mais c'était lancé, c'est lui qui l'a lancé. Donc, il y a d'autres travaux. Par exemple, c'est le dégagement de la cathédrale. Ça, c'est pas lui qui l'a décidé. Il en a discuté, mais la cathédrale était entièrement entourée par ce qu'on appelait les maisons des chanoines. Et puis, de l'autre côté, il y avait les maisons de l'archevêque. Donc, la cathédrale a été dégagée de ces baraques qui n'avaient rien à faire là. Si c'était qu'au passage, on a détruit un cloître qui, paraît-il, était beau et malheureusement, dont il n'est rien resté. Deuxième chose qu'on doit, qui a été commencée à ce moment-là, c'est le percement du cours Alsace-Lorraine, qui ne s'appelle pas comme ça, bien sûr, à l'époque, puisque c'est le passage de la rivière qui est donc le Peug, et donc qui va être canalisé. Alors ça aussi, on dit que c'est Haussmann, et en réalité, ça avait été décidé avant lui, et ça a été fait après. Troisième chose, c'est le percement de la rue Vital-Carle. Eh bien, le percement de la rue Vital-Carle, il a été décidé sous Louis-Philippe. Donc, avant le préfet Haussmann, c'est vrai que quand il était à Bordeaux, ça se discutait, ça avait commencé. Mais disons que le percement de la rue Vital-Carle n'est pas directement lié à la présence de Haussmann, contrairement à ce qui a été écrit dans une sorte de guide. Voilà. Et ça, là-dessus, Robert Coustet a écrit sur le sujet, et donc on peut affirmer cela tout à fait par rapport au rôle de Haussmann. Donc, vous voyez en bleu cette rue Vital-Carle qui va être percée à travers ce qui était l'ancien hôpital Saint-André, et puis on va continuer à détruire les maisons autour de la cathédrale, et donc on va percer cette rue magnifique qui est la rue Vital-Carle avec ces très beaux immeubles 19e que vous connaissez. Voilà. Donc face effectivement à l'entrée principale de la cathédrale. Alors, on va continuer notre promenade puisqu'on est là pour se balader. Donc, nous sommes ici, nous sommes quelque part par là. Eh bien, on va passer vers la cathédrale, on va remonter et on va aller vers l'hôpital Saint-André numéro 3. Alors, cet hôpital Saint-André numéro 3, que vous voyez ici en photo, tout dans la cour intérieure, c'est un projet quand même dont je vous ai parlé, les conditions dans lesquelles on a envisagé sa construction. Donc, je vous rappelle les principaux bâtiments, Saint-André 1 et 2, les jardins et la cathédrale avec la maison de l'archevêché. Donc, le Palais Rohan, je vous rappelle que le Palais Rohan a été construit avant la Révolution, juste avant la Révolution, à Bordeaux. Et vous avez un deuxième Palais Rohan à Strasbourg, qui est le palais de l'archevêque aussi, mais qui a été construit 50 ans plus tôt. Voilà, donc il y a donc le fort du Ha, avec ses tours que vous connaissez. C'était une construction qui défendait les remparts de l'époque, et donc il reste actuellement 2 tours avec l'école de la magistrature. Et puis vous avez ici la paroisse Sainte-Eulalie. Et donc vous voyez que de l'autre côté des remparts, alors le plan de 1733, la ville s'est remplie, mais pas tant que ça. Vous voyez qu'il y a un grand espace ici qui est vide et qui est dans le quartier Sainte-Eulalie, et c'est l'endroit, alors je vous passe le détail là-dessus, mais disons que c'est l'endroit où l'hôpital Saint-André va être construit. Voilà, c'est un hôpital ultra moderne. Quand il est construit, donc à la fin des années 1830, c'est un hôpital ultra moderne qui fait la gloire de Bordeaux à l'époque. Il n'y a pas plus bel hôpital en France. C'est une construction que vous voyez ici, avec cette grande façade sur ce qui était la place d'Armes à l'époque, et qui va devenir la place de la République ensuite.
cette grande construction telle que vous la connaissez. Et bon, je ne vais pas continuer. Et je vais vous montrer par contre une gravure qui m'a été offerte par ma fille aînée et qui me permet de vous montrer quelques détails de notre ville de Bordeaux. Vous avez ici Sainte-Eulalie, vous avez ici la cathédrale. Je vais peut-être grossir pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, vous avez ici donc Saint-André, une vue aérienne de Saint-André. Vous voyez donc les différentes travées de l'hôpital. La cour intérieure, à l'époque, il y avait une travée qui a été démolie ensuite. Vous avez ici quelque chose dont j'ai déjà parlé, que j'ai annoncé, qui est la caserne Saint-Raphaël. Mais je vais vous raconter cette histoire un petit peu plus tard. Vous avez ici donc le palais de justice de Bordeaux, qui a été construit, vous voyez, donc presque 40 ans après l'hôpital Saint-André. Et vous avez ici une chose amusante, c'est que la tour Péberlan, il n'y a pas la statue de la Vierge dorée sur la tour Péberlan. C'est une statue qui va être installée en 1863, qui va être orientée vers le village Saint-Raphaël, décidément, qui est le lieu dans lequel est né Péberlan, l'ancien archevêque de Bordeaux, bien connu. Voilà pour cette vue. Alors, vous voyez ici une autre vue qui est un tableau de Jean-Paul Allot, de 1832. Vous voyez que Sainte-Eulalie, à l'époque, il y avait un péristyle qui a disparu. Vous voyez ici donc Saint-André, les deux tours de Saint-André, et ici la tour de Berlin sans la Vierge. Vous voyez ici Saint-André qui est tout neuf, donc une pierre bien blanche, et vous avez en face la caserne Saint-Raphaël, qui est une pierre, évidemment, qui s'est salie. Voilà. Alors, je vous parle de Saint-Raphaël, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, il faut que je vous donne quand même quelques détails, parce que, quelque part, si l'hôpital a été construit et devenu l'hôpital de Bordeaux, donc ouverte en 1829, vous voyez qu'il y a une collaboration hospitalo-universitaire, on peut appeler ça comme ça maintenant, par l'ordonnance royale de Charles X du 26 mars 1829, qui confie à l'hôpital Saint-André l'enseignement de la clinique. Voilà. Donc, autrement dit, les médecins et les chirurgiens vont être formés dans cet hôpital. Alors, la chirurgie, tout à l'heure, je vous ai parlé effectivement d'internes en chirurgie, et je vous ai dit qu'il y avait 450 ans qu'ils existaient. Vous voyez que la compagnie bordelaise d'apprentis chirurgiens, en quelque sorte, a été créée en 1519, et il a fallu attendre 2 siècles et demi pour qu'il y ait une lettre patente de Louis XV pour le reconnaître officiellement. Et donc, ils ont fait construire par des architectes Letellier et Portier un bâtiment dans lequel il y avait un amphithéâtre de chirurgie où on pouvait faire des dissections, on pouvait faire des interventions chirurgicales, évidemment devant un public. Alors, ce bâtiment, il existe, le voilà, il est rue Lalande, donc, et il a connu effectivement des fortunes diverses, en ce sens que, quand, excusez-moi pour la faute d'orthographe, il manque un E à Élie, excusez-moi, je n'avais pas fait attention à ça. Donc, Élie Gentrac, qui est un médecin de l'hôpital Saint-André, va être chargé d'organiser l'enseignement de la médecine et de la chirurgie. Et donc, il va utiliser ce bâtiment, donc Saint-Côme, pour effectivement qu'il y ait un enseignement de la médecine et de la chirurgie à ce niveau-là. Et puis, les choses vont aboutir. Bon, Gentrac va disparaître dans l'intervalle, mais vous voyez qu'en 1874, il y a la création de la faculté de médecine de Bordeaux. Et donc, ce bâtiment-là est trop petit. Bon, ce bâtiment va être progressivement abandonné. Il va connaître des fortunes diverses. Et actuellement, c'est une école confessionnelle. Voilà, je passe là-dessus. Et donc, la faculté de médecine est créée en 1874, mais il faut des locaux. Alors, les locaux, où est-ce qu'on va en trouver? On va en trouver, devinez, il y a une caserne à côté. Et cette caserne, on va la transformer. Et cette caserne Saint-Raphaël va devenir une annexe de la faculté. C'est une histoire compliquée. Simplement, pour la petite histoire, sachez qu'au départ, c'est Tourny qui avait fait créer, donc, à ce niveau-là, donc, transformer une maison de force, disons, donc en un séminaire Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, nous y voilà. Et donc, il y a la Révolution. Donc, les révolutionnaires virent effectivement tous les prêtres.
à cette occasion. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on transforme en caserne. Et c'est comme ça que la caserne Saint-Raphaël était à côté de Saint-André. Voilà. Alors, quand c'est devenu la faculté, on a agrandi parce que dans le bâtiment initial, ça c'était l'entrée de la chapelle. Et ici, il y avait donc quelques bâtiments. Ce n'est plus une chapelle, mais c'est l'entrée pour les piétons de Saint-André. Et ici, c'est l'entrée des ambulances. Et donc, l'architecte a fait construire un pavillon symétrique ici pour effectivement que ce bâtiment ait une certaine allure point de vue architectural. Et voilà donc une photo que j'ai prise donc à l'automne dernier. Vous voyez effectivement cette façade avec Sainte-Eulalie et puis Saint-André qui commence à être un petit peu décrépit. Et vous avez ici donc quelque chose dont on va parler maintenant. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on a l'impression que Saint-Raphaël a disparu, mais quand vous regardez une photo aérienne, vous voyez que la caserne Saint-Raphaël, elle est là. Elle est toujours là. Ces bâtiments, donc, existent toujours. Et donc, ils ont servi, entre autres, donc à Jean Alban Bergonié pour créer le premier service dans lequel on a traité des cancers donc à l'hôpital de Bordeaux, avant que Bergonié ne fasse créer son institut rue Sagenès. Voilà. Bon, je n'ai pas le temps de vous parler davantage de ça, simplement pour vous montrer que ce bâtiment, et vous verrez tout à l'heure d'autres bâtiments anciens qui existent toujours, c'est assez étonnant. Voilà. Vous avez donc ici un bâtiment qui a été construit par Alfred Duprat, donc dans les années 30, et qu'on appelle, dans le jargon, ce qu'on appelle les nouvelles cliniques chirurgicales, parce qu'il fallait, dans les années 30, effectivement, qu'il y ait un nouveau service de chirurgie qui a été construit là. Je vous montre ça parce que ici, là, où est ma flèche, vous allez voir, il y a une frise qui est à l'angle de la rue Jean-Burguet, de la rue Henri IV. Cette frise, quand vous passerez dans le quartier, levez la tête et regardez là. C'est une frise qui a été faite par un sculpteur parisien qui s'appelle Azra, qui donc a composé quelque chose d'un mode insiste. En fait, c'est du béton coulé. Et voilà, c'est très, très moderne au point de vue de représentation. Regardez ça, c'est assez étonnant. Vous verrez tout à l'heure que ce bâtiment risque d'être détruit. J'espère qu'on va pouvoir conserver cette frise. Donc voilà, donc une nouvelle clinique chirurgicale. Et puis, on a fini de construire, puisqu'il restait une place libre ici, des consultations externes ici, qui ont été construites en 1858. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce que va devenir Saint-André? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau martyr? Et effectivement, le directeur général précédent, celui que nous avons actuellement, a envisagé de faire détruire, comme dans Saint-André, ou tout au moins de le faire transformer en hôtel ou autre chose. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'actuel directeur général pour mon livre, pour lui parler avec lui d'autre chose. Ce qu'il veut, lui, c'est détruire cette partie la plus récente, et en particulier cette caserne, d'ancienne caserne qui n'a plus aucun intérêt maintenant, en sachant que cette façade est bien sûr classée, sera conservée, mais par contre, ce qu'il veut, c'est conserver effectivement l'ancien Saint-André avec les plans de restructuration sur lesquels je ne vais pas m'étendre parce que ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui. Voilà. Alors, nous sommes donc ici. C'est assez énorme parce que sur le plan, on voit hôpital des enfants trouvés, alors qu'il n'y a jamais eu d'enfants trouvés dans ce coin-là. Enfin bon, je ne sais pas pourquoi l'auteur du plan a marqué ça. Vous avez Sainte-Eulalie. À l'époque, il y avait un cimetière autour de Sainte-Eulalie. On passe le long de Sainte-Eulalie, on prend la rue Paul-Louis Lambe, on va prendre ici la rue Magendie. Et au passage, je ne veux pas renoncer à vous montrer quand même quelque chose qui était un couvent, encore un couvent catholique, qui était le couvent de l'Annonciade, qui est devenu la DRAC maintenant. Et je vous montre quelque chose d'absolument superbe. Si vous ne connaissez pas, allez le voir. Dans la chapelle, c'est très beau. C'est une mise au tombeau du Christ, donc, qui est du XVIe siècle. Et c'est très, très beau. Très belle sculpture. Bon, c'est hors propos. Donc, on ressort de la DRAC. On croise la rue de la Lande avec donc l'école Saint-Côme dont je vous ai parlé. On va passer par une rue qui est ici et on va arriver à l'hôpital Saint-Louis. Ah, l'hôpital Saint-Louis, vous ne le connaissez pas pour la bonne raison qu'il n'existe plus. Voilà. Alors, je vais vous montrer où ça se passe. Donc, vous voyez l'Annonciade dont je vais vous parler, la DRAC. Eh bien, l'hôpital Saint-Louis, le voilà. Il est ici, quelque part. Alors, il manque là une grande avenue, qui est le cours Pasteur, qui n'existait pas, bien sûr, il n'a pas encore été percé. Vous avez ici une rue que vous connaissez qui va devenir la rue Sainte-Catherine, et ici, donc la place d'Aquitaine dont je vous parlais un petit peu plus tard. Donc ici, l'hôpital Saint-Louis. Cet hôpital Saint-Louis, c'est
le vieux Louis XIV. Il va mourir en 1715, très âgé comme vous le savez, et en 1714, ce roi qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de misère, en partie à cause de lui, et entre autres beaucoup d'enfants trouvés qui n'étaient pas accueillis dans de bonnes conditions. Et donc, il va effectivement faire créer un hôpital Saint-Louis. Et donc, il écrit, nous avons par ces présentes signées de notre main 10 statuts ordonnés, 10 ans statuts ordonnants, voulons, et il nous plaît que tous les enfants exposés, ça veut dire abandonnés, dans notre ville de Bordeaux, soient renfermés dans un nouvel hôpital, dans le lieu le plus convenable, soit dans la dite ville, etc. Bon, voilà, et donc ça va devenir l'hôpital Saint-Louis du fait de ce créateur. Il va fonctionner pendant moins d'un siècle. Et avant la Révolution, cet hôpital va être abandonné parce qu'il est mal fichu et il n'est plus apte à remplir la mission qui lui avait été donnée. Alors, si vous avez la curiosité d'aller vous promener, eh bien, vous allez aller rue d'Alembert et au debout de la rue d'Alembert, vous verrez gravé dans la pierre, voilà, ici, donc malheureusement, on a collé cette plaque rue d'Alembert dessus, rue Neuve des Enfants Trouvés. C'est la seule trace de cet hôpital Saint-Louis à cet endroit. Mais donc, c'est quand même assez curieux d'imaginer que beaucoup d'enfants abandonnés sont passés par là. Et c'est une triste histoire dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc nous sommes donc à l'hôpital Saint-Louis et nous allons aller aux incurables. Alors, nous sommes ici, voilà, donc on prend la rue Bourg qui va devenir la rue Sainte-Catherine, on va passer sous la porte d'Aquitaine qui va devenir la place d'Aquitaine va devenir la place de la Victoire, et vous avez ici, comme vous voyez, les incurables. Alors, ces incurables, en fait, c'est un hospice très ancien, puisque vous voyez que c'est l'hospice Saint-Julien qui a été créé en 1931. Regardez les conditions d'entrée pour être déclaré incurable. Lisez, il fallait être bon catholique, excusez-moi, c'était comme ça donc à l'époque, être bon catholique et avoir plus de 20 ans, être pauvre. Ah, ça c'est un élément très intéressant dont je ne reparlais pas maintenant, mais quand même que je veux souligner. Pour rentrer dans les hôpitaux, il fallait être pauvre et reconnu comme tel. C'est-à-dire que les hôpitaux, tous les hôpitaux de l'époque, donc étaient faits pour recevoir des pauvres. Et quand vous aviez des moyens, vous pouviez aller à l'hôpital en payant, mais généralement, on était soigné et opéré même chez soi. Donc, vous voyez, c'est un critère très important. Et cette notion de pauvreté, c'est très curieux, a disparu pour les personnes qui voulaient rentrer à l'hôpital en 1926. 1926. C'est quand même tout à fait curieux. Bon, je continue ma lecture. Donc, être pauvre, sans revenu, hors d'état de gagner sa vie, être de bonnes mœurs, avoir des mots invétérés que l'on ne peut espérer guérir, tels que le musée des horreurs, relâchement et contraction invétérée des nerfs, paralysie ancienne et formée, tremblement continuel du corps, cancer, boyau percé, sortant du ventre, hydropésie confirmée, bref, le musée des horreurs. Voilà, donc c'était effectivement des gens qu'il fallait prendre en charge dans des conditions qui, comme vous l'imaginez, n'étaient pas particulièrement reluisantes. Alors, on va arriver là à un épisode que je veux vous raconter parce que c'est un épisode qui est très mal connu. Il y a donc la Révolution française, la Révolution de 89 avec tous les excès que l'on connaît. Et il y a à Bordeaux un homme qui s'appelle Claude Clochard. Et Clochard, au passage, sans D. Claude Clochard, c'est un architecte qui n'a pas très bien réussi. C'est un révolutionnaire. C'est un homme qui n'est pas du tout un révolutionnaire, donc sanguinaire, bien au contraire. C'est un homme qui cherche effectivement le bien des autres et qui va être marqué par deux révolutionnaires qui passent à Bordeaux, qui sont Talien et Isabeau, qui vont l'envoyer à la Convention nationale. Et à la Convention nationale, il va plaider pour obtenir des moyens financiers pour faire fonctionner des hospices qui sont en pleine décrépitude et surtout qui ont un manque de moyens considérable. Et Clochard va obtenir des moyens pour faire fonctionner l'hospice des incurables. Et voilà, grâce à lui. Et je vous en parlerai tout à l'heure à propos de l'hospice des Guillards. Donc Clochard, c'est un homme dont le nom a pratiquement disparu parce qu'il a été accusé de malversation. C'était en fait des personnes qui voulaient sa perte. Il a été démontré qu'en fait cet homme était honnête.
mais Voltaire a dit « mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose ». La mémoire de Clochard a été perturbée par ça, et ce qui fait qu'il y a très peu d'écrits sur son sujet, alors que, semble-t-il, c'était quand même un bienfaiteur de Bordeaux. Voilà. Alors cet hospice incurable, il va durer lui aussi, il va disparaître parce qu'il faut faire disparaître ces vieux bâtiments. Et voilà, à la place des incurables, il va y avoir la construction de la faculté de médecine et pharmacie de la place de la Victoire, telle que vous la connaissez, voilà, avec une inauguration en grande pompe. Ce tableau, il existe, il est dans la vieille fac, place de la Victoire, très mal éclairé d'ailleurs, en très mauvais état. J'espère qu'un jour sortira de là. Et pour la petite histoire, devant la faculté de médecine, à l'époque, on avait mis quand même une statue quand même qui était quelque peu osée, puisque c'est la nature se dévoilant devant la nature, devant la science, certes, mais les jeunes étudiants en médecine venaient effectivement découvrir la nature féminine. C'était tout à fait classique. Bon, je passe là-dessus, c'est comme ça. À côté des incurables, juste à côté, il y avait une maternité. Et ça, il faut que je vous en parle parce que c'est peu connu. Alors cette maternité, il n'y a pas de maternité, ça n'existe pas. La maternité se fait au domicile, on est au domicile, et c'est une matrone qui vient accoucher effectivement les femmes au domicile, avec des bonheurs divers, parce que ces matrones n'ont aucune formation. Regardez, c'est quand même étonnant. Voilà ce qui était écrit. Donc, c'est une rubrique dans la revue historique de la thèse de Buch, donc en 31, mais ceci correspond donc à une pratique du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le curé rassemblait dans l'église les plus vertueuses femmes de la paroisse, et après leur avoir montré l'importance de ce choix, il les priait de choisir celle qu'elle croyait en conscience la plus propre à cette fonction. Elle devait savoir baptiser, numéro 1, garder le secret des familles, numéro 2, être à droite pour ménager la vie et le salut des mères et des enfants, quand même, c'est la moindre des choses, puisque, bon, vous voyez que c'était une fonction quand même assez essentielle. La sage-femme devait être exacte et charitable pour assister la mère et l'enfant dans tous leurs besoins, exempte de tout soupçon d'hérésie, maléfice et superstition, enfin exemplaire dans sa vie et dans ses mœurs, et c'est pour ça qu'on l'appelle une sage-femme. Voilà. Alors, ces sages-femmes, en fait, ce sont des matrones, ce sont des femmes qui ont été formées sur le terrain en regardant faire les autres. Et donc, il va y avoir en France une personnalité qui s'appelle Angélique Marguerite Le Boursier du Coudray, qui est née à Clermont-Ferrand et qui va finir sa vie à Bordeaux. Elle va y vivre pendant 20 ans. Et c'est une première sage-femme à enseigner l'art des accouchements. Et cet enseignement va être remarqué et breveté par Louis XV, qui va donner une pension pour qu'elle fasse une formation en France entière. Et donc, elle va s'y employer. Elle va écrire un bouquin qui va être édité à plusieurs reprises, donc qui est l'art des accouchements. En vieux français, il n'y a pas de T. Et donc, la voilà cette personne, Madame Ducoudray, excusez-moi, et elle va mettre quelque chose au point. C'est un petit peu choquant comme image, mais pourtant c'est quand même très important, parce qu'elle va imaginer donc un mannequin avec, comme vous voyez ici, un enfant qui vient de naître avec le cordon ombilical, et ici un placenta avec des fœtus de différents âges. Elle va montrer donc à des personnes qui vont être en charge des accouchements ce à quoi elles vont être confrontées, alors que dans l'ancien temps, il n'était pas question effectivement de montrer ce genre de partie d'une femme donc pendant un cours. Eh bien, c'est bien logique. Et donc, elle a eu le génie à la fois de faire ce mannequin et deuxièmement d'écrire et à partir de là de développer l'enseignement. Alors cet enseignement, il va être pris par sa nièce qui s'appelle Madame Coutenceau, et qui, elle, va être elle aussi brevetée, mais cette fois-ci par Louis XVI, et elle va continuer donc à faire cet enseignement à travers effectivement la province de Guyenne, et donc c'est quelqu'un de très important. Et je vous en parle parce que Madame Coutenceau, il y a un monsieur Coutenceau qui est un chirurgien, et ce monsieur Coutenceau, chirurgien, va s'intéresser effectivement à ces problèmes d'obstétrique. Et donc, à tous les deux, ils vont continuer à faire des cours publics d'accouchement et puis à délivrer des certificats comme quoi, eh bien, vous voyez ici la signature de Mme Coutenceau, donc ici en 1986, cette personne donc est réputée pour avoir appris effectivement l'art de l'accouchement. Et c'est pas tout.
ils vont ouvrir tous les deux donc une maternité, une première maternité, dans des bâtiments qui sont des petits bâtiments, des incurables. Ils vont créer. Alors, ça pose un problème parce qu'effectivement, on n'est pas habitué à venir accoucher dans un hospice. Et bien sûr, c'est contrebattu. Regardez un peu ce qui est écrit. Ces locaux exigus ont pour principal défaut de ne permettre aucune distinction entre les honnêtes femmes qui sont amenées par la seule misère et les prostituées qui viennent mettre au monde le fruit du vice. Voilà, c'est beau comme texte. Hein. Et n'empêche que cet hôpital va fonctionner pendant des années. Il va fonctionner pendant longtemps, il va être détruit, reconstruit, et finalement redétruit encore. Il va devenir un emplacement. Il va y avoir la maternité Boursier, il va y avoir la faculté d'odontologie que connaît bien Jean Geoffrion, dans lequel il a été professeur. Bon, ce bâtiment est fermé, comme vous le voyez, il va être transformé puisque ce bâtiment a été reconstruit au niveau de Carrère et je ne me prive pas du plaisir de vous montrer quand même une très belle œuvre qui existait, qui a été peinte par André Lotte en 1955, qui s'appelle La gloire de Bordeaux et qui est une fresque, je veux dire, qui était dans l'amphithéâtre, qui n'a pas été endommagée par les étudiants, il faut le souligner, à part un ou deux graffitis que je ne vous montrerai pas, parce qu'ils sont grossiers, mais cette fresque va être démontée et déplacée au niveau de Carrère. Voilà, alors, vous avez ici un plan de Bordeaux, le plan Cassini, bien connu, donc le château de Trompette, le fort du A ici. L'intéressant, c'est qu'on voit très bien Saint-André, donc, et quelque part par là, hein, puisque ici, c'est le cours d'Albret. Et vous voyez l'alignement, effectivement, des cours entre le cours d'Aquitaine et puis ce qui va devenir le cours Saint-Jean, puis plus tard, donc, ce grand cours qui va relier donc la ville de Bordeaux. Alors, je vous montre ça parce que on va aller à pied, une fois de plus, depuis ici, donc la place d'Aquitaine, et on va aller se balader dans ce quartier où je vais vous montrer 3 établissements. Au passage, c'était pour répondre à une question dont on a discuté cet après-midi. Vous voyez ici quelque chose qui s'appelle pèlerin et qui va devenir pèlerin. Alors c'est un nom qui est assez courant. À propos de la rue du commandant Arnaud, j'étais regardé dans les livres, je n'ai pas trouvé grand-chose, si ce n'est que c'était la rue Pellegrin du nom d'un chanoine de Saint-André. Et ici, vous avez donc quelque chose qui s'appelle Tondu, avec un T, et qui va devenir l'hôpital Tondu, et ça, j'en parlerai dans 15 jours. Voilà, donc on va aller continuer, on va descendre ici, et on va aller vers un endroit qui est, qu'on appelle l'enclos Guiraud. Alors, l'enclos Guiraud, c'est une histoire qui va commencer par une légende. Une légende, c'est un dénommé Arnaud Giraud, qui est un armateur bordelais, qui perd toute sa fortune parce que ses bateaux font naufrage. Et donc, il perd sa fortune et du coup, il perd sa santé, il fait un seulement un état dépressif extrêmement grave qui l'amène dans un état épouvantable. Et voilà-t-il pas que miracle, on ne sait pas si 6 mois, 1 an, 2 ans après, le vaisseau revient dans le port de Bordeaux chargé de matériel. Arnaud Giraud retrouve sa fortune et sa santé par la même occasion. Et par compassion par rapport aux malheureux qui ont vécu quelque chose de très difficile sur le plan psychologique, il va former un petit hôpital qui va s'occuper des gens qu'on appelait à l'époque les aliénés et qui va s'appeler l'enclos Guiraud en mémoire de cette histoire qui, une fois encore, est une légende, mais qui voit seulement un fond de vérité. Voilà. Alors, cet enclos Guiraud, il va connaître des fortunes diverses, il va être agrandi, il va recevoir pas mal de monde, il va recevoir bien sûr les aliénés, mais aussi beaucoup d'autres personnes dont je ne vous parle pas parce que c'est une histoire complexe qui n'apporte rien de plus. Simplement, cet hospice d'aliénés va être agrandi par la Révolution d'un étage, comme vous voyez ici, et donc, c'est l'hospice d'aliénés, ça le restera jusque pratiquement au milieu fin du 19e siècle, au moment donc, où les aliénés partiront de là et iront à Château-Picon. Et ça, je vous en parlerai une autre fois. Alors, les aliénés, il y a une légende quand même intéressante, c'est que tout près de là, il y a l'église Sainte-Croix. Et dans l'église Sainte-Croix, il y avait une peinture de Saint Momolin,
en train de guérir les possédés. On transportait ces malheureux aliénés dans l'église Sainte-Croix et auprès des reliques de Saint Momolin, et il y aurait eu des guérisons miraculeuses. Bon, je veux dire que c'est là aussi une légende, mais par rapport à cela, il y a une chose qui n'est pas une légende, c'est qu'à Bordeaux, quand on parlait de quelqu'un en disant qu'il était Momo, ça veut dire qu'il était dérangé et on ne peut pas dire qu'il était aliéné. Voilà, et donc le fait de traiter quelqu'un de Momo, eh bien, ça vient de Saint Momolin, et donc était un ancien abbaye de Fleury-sur-Loire. Bon, c'est une légende ça aussi, mais c'est amusant. Voilà, donc vous voyez ici sur cette carte, donc cet ensemble qui va composer l'ensemble de l'oncle Guiraud. Vous voyez qu'il y avait deux parties, une partie qui va devenir petit séminaire, bien entendu, après avoir connu des fortunes diverses, hôpital de la peste, donc hospice de force, donc petit séminaire, etc., etc., commandant de tour pendant la guerre de 39-45, et puis donc actuellement le lycée Eiffel, et à côté l'hospice des aliénés. Alors, quand on regarde une photo aérienne, eh bien, on voit très nettement, effectivement, les deux parties. Vous avez ici donc le lycée Eiffel, qui correspond au bâtiment ancien, hein, c'est tout à fait étonnant. Donc, et puis à côté, vous avez Santé Naval, qui était l'enclos Guiraud, et là-dedans, il y a aussi des bâtiments anciens, je suis incapable de vous dire lesquels, sachant que tout ceci a été détruit puisque les bâtiments Santé Naval ont été détruits, actuellement sur des constructions modernes. Seuls ont été conservés ces deux bâtiments qui sont sur le bord du cours de la Marne, donc avec ici l'ancien poste de commandement de l'école Santé Navale, qui heureusement a été conservé et a été restauré. Voilà. Alors, on va traverser pour aller du côté de Sainte-Croix. Les abattoirs n'existent plus, bien sûr, c'est une grande place maintenant. Et il y a donc Sainte-Croix. Alors, Sainte-Croix, c'est encore la Révolution française. Puisque c'est un monastère. Monastère, donc les religieux sont priés d'évacuer les lieux, manu militari, et donc l'abbaye va devenir un bien national. Donc derrière cette église qui sera restaurée au XIXe siècle, parce que la façade n'était pas comme ça à l'époque, il y a donc un grand bâtiment qui est en déshérence. Et le fameux citoyen clochard dont je vous ai parlé tout à l'heure va avoir trait de génie, je ne sais peut-être pas s'il faut dire génie, mais au moins l'intelligence de dire ben, ces bâtiments qui sont vides, récupérons-les pour mettre des malheureux qui sont âgés, ces vieillards dont personne ne veut, on va les mettre là et on va s'occuper d'eux. Et donc l'abbaye bénédictine va devenir l'hospice de vieillards, l'hospice de bienfaisance dans lequel on va accueillir ces personnes âgées. En fait, on peut dire que ça comme ça, que c'est une fausse bonne idée parce que les vieillards n'intéressent personne. Il n'y a aucun confort. Il faut attendre 1850 pour qu'un premier poêle, vous vous rendez compte, 50 ans pour qu'un premier poêle soit installé dans cet hospice, c'est-à-dire qu'on y crevait de froid l'hiver et on y crevait de chaud l'été. Et donc cet hospice est dans un état absolument lamentable. Et donc il faudra attendre une fois de plus la fin du XIXe siècle pour que ce bâtiment soit abandonné et que les vieillards partent à pèlerin. Je vous raconterai ça une fois encore dans 15 jours. Et par contre, ce bâtiment, eh ben, le voilà. Il a été restauré et est devenu l'école des beaux-arts. Voilà, après quelques réparations quand même importantes. Donc nous sommes pas loin du bout de la promenade, puisqu'on arrive tout à fait au bout du cours Saint-Jean, du cours de la Marne, et je vous parle d'un bâtiment que j'ai déjà appelé tout à l'heure, qui s'appelle la Manufacture. Alors la Manufacture, pourquoi la Manufacture et qu'est-ce qui s'est passé à la Manufacture? Alors, ça se commence d'abord sous le règne de Louis XIII, 1619. Je vous rappelle que Henri IV était assassiné en 1610. Donc, sous le règne de Louis XIII, donc, qui est tout jeune, et une dame qui s'appelle Mademoiselle de Tauziat, veuve de M. de Brézé, parlementaire bordelais, qui a de l'argent, va faire un testament et va donner par testament 30 000 écus pour que fût établi à Bordeaux un hôpital ou un hôtel-dieu le plus beau, le plus commode qu'il serait possible d'édifier. 1619, ça vous rappelle quelque chose, c'est la Fronde. Mais c'est surtout la guerre, les guerres de religion, épouvantables.
donc qui font que, effectivement, ce projet va être retardé. Et c'est finalement le cardinal François de Sourdis qui va être l'exécuteur testamentaire, mais 35 ans plus tard. Et donc, il va faire des plans d'un hôpital que vous voyez ici, qui est un hôpital qui va être construit, quai de Paludat. Mais, dans l'intervalle, il y a Louis XIV, mais cette fois-ci, ce n'est pas Louis XIV, le vieux Louis XIV, c'est Louis XIV qui a 18 ans. Et Louis XIV qui a 18 ans a des idées sociales. Et il a l'idée, effectivement, de débarrasser les centres urbains de toutes ces personnes qui sont des mendiants et qui polluent la ville et qui, évidemment, entraînent des troubles. Et donc, le fameux édit du 27 avril 1156 précise que nous voulons et ordonnons, Louis XIV, Majesté, que les pauvres mendiants valides et invalides de l'un et de l'autre sexe soient enfermés dans un hôpital pour être employés aux ouvrages, manufactures et autres travaux selon leur pouvoir. Et il leur donne l'implantation d'hôpitaux généraux dans toutes les villes et groupements de Royaume. Voilà. Et donc, conjonction de cet édit de Louis XIV et de ce fameux testament pour construire cet hôpital de la manufacture dans laquelle on va effectivement mettre ces personnes au travail. Alors, je vous montre quand même quelques petits détails parce que c'est intéressant. Bon, la Garonne, bien sûr, est ici. Vous avez ici un ruisseau qui s'appelle l'eau Bourde. L'eau Bourde, c'est la rivière qui passe dans les ruines de Gradignan, qui va passer par Bègle, qui va passer du côté de la gare Saint-Jean actuellement, et qui va venir se jeter dans un esteil ici dans la Garonne. Et regardez ici, vous voyez qu'il y a le pont du Guy, G-U-Y. Il y a une faute d'orthographe sur le plan parce que c'est le guit en gascon. Le guit en gascon, c'est un canard qui a beaucoup de plumes, et donc c'était un marécage. Et dans ce marécage, il y avait des canards. Voilà. Et par conséquent, cet hôpital, il est placé dans un endroit qui n'est pas merveilleux parce que c'est effectivement un marécage. Et en même temps, c'est juste au bout de la ville parce que ici, vous avez le rempart de la ville. Et donc, vous voyez, ici, c'est l'abbaye de Sainte-Croix. Et donc, avec un fort ici, il reste encore un petit bout de rempart derrière cet endroit. Hein. Si vous allez vous promener, vous verrez ça. Voilà. Alors, cet hôpital de manufacture va changer d'attribution et vous voyez qu'il va devenir l'hôpital d'hospice d'enfants trouvés. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps de vous parler de ça encore une fois. J'en ai parlé quand la conférence j'avais fait chez vous. Je vous ai parlé de ces enfants abandonnés et il y en avait énormément. Les registres bordelais font état d'entre 1000 et 1500 enfants abandonnés par an. Et donc, il faut les prendre en charge. Et donc, l'hôpital Saint-Louis, dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'était pas adapté. Et par conséquent, assez rapidement, la manufacture va devenir l'hôpital des enfants trouvés, quai de Paludat. Voilà. Et donc, cet hôpital de manufacture va rester l'hôpital des enfants pendant une période qui va durer pratiquement jusqu'à la fin du 19e siècle, au moment où cet hôpital est complètement dépassé, complètement désuet, où il faut absolument donc faire quelque chose de nouveau. On va retomber sur Élie Gentrac et d'autres, je vous parlerai de ça plus tard, et donc qui vont effectivement faire construire l'hôpital des enfants au cours de l'Argonne, voilà, et abandonner cet hôpital de la manufacture. Alors, cet hôpital de manufacture, bon, voilà, c'est une forme très particulière, c'est un bâtiment donc en U, avec une très belle cour intérieure, Voilà, donc cette cour intérieure, cette perspective magnifique avec ces bâtiments anciens. Et si je vous montre ça, c'est parce que malheureusement, cet hôpital de manufacture a été détruit et remplacé par le château d'Escas. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Le château d'Escas a été construit par, effectivement, la famille d'Escas à la fin du XIXe siècle, mais la manufacture n'a pas été détruite. Et si vous allez rue Perronnet, donc depuis les quais sont à la gauche, n'est-ce pas? Donc, vous remontez la rue Perronnet, vous voyez ce bâtiment qui apparaît derrière une grille. Regardez, c'est le même que celui qui était décrit. Et si vous regardez maintenant une photo aérienne, eh bien, le voilà. Le voilà, l'hôpital de la manufacture. Il est là. Il est là, donc le bâtiment ancien, le château d'Escas est là, bien sûr, mais les bâtiments anciens ont été restaurés et malheureusement, donc l'architecte qui a pondu ça
on a peut-être pu s'abstenir, autour de la ville de Bordeaux. Enfin bref, ne cherchons pas la responsabilité. On a construit cet immeuble là, au milieu de cette magnifique esplanade de la manufacture. Et quand vous allez vous promener, ce que j'ai fait pour prendre des photos, vous voyez effectivement ces bâtiments donc, du XVIIe siècle qui ont été restaurés, qui ont été réaménagés. Ce sont des appartements maintenant des sociaux. Voilà. Eh bien, j'arrive au bout de ma promenade parce que maintenant, nous avons fait un grand tour. Regardez, nous sommes partis de la Grosse Cloche. On est passé par là, on est allé voir Saint-André 1-2, puis Saint-André numéro 3, l'actuel, et puis on a fait les cours, voilà, Corrèze-Brillant. Non, pardon, excusez-moi, on est passé par là, on est allé voir l'hôpital Saint-Louis, on est allé voir donc les incurables, la maternité, l'enclos Guiraud, les vieillards, la manufacture, et donc la prochaine fois, je vous amènerai ici, dans le cours de l'Argonne, pour recommencer la visite au niveau de l'hôpital des enfants. Voilà, j'ai terminé mon double habillage. Si ça vous a intéressé, je vous invite à suivre ma deuxième conférence donc, qui aura lieu le jeudi 20 mai à 20h, dans les mêmes conditions. Et si vous avez des questions, eh bien, je suis, dans la mesure de mes moyens, je suis prêt à y répondre. Voilà. Bravo, professeur Mfrio. Merci pour cette histoire passionnante, captivante de nos hôpitaux bordelais. En fait, au travers de toute cette histoire, on est en train de voir l'histoire de la médecine et on redécouvre asile, hospice, hôpitaux. C'est vraiment le reflet de l'évolution de notre société et de la prise en charge de notre santé finalement. Oui. Donc, merci infiniment et je suis sûr qu'il va y avoir plein de questions. Vous verrez justement que la prochaine fois, on va changer de siècle, puisque là, la prochaine fois, je vous parlerai donc de ce qui s'est passé à partir de la fin du 19e siècle et donc la construction des hôpitaux modernes, c'est-à-dire l'hôpital des enfants, l'hôpital Pellegrin, le château Picon, et puis après, donc, on ira à l'extérieur de Bordeaux. C'est une belle introduction, donc. Voilà. Voilà, j'ai réactivé les micros. Peut-être que si l'un ou l'autre veulent prendre la parole, normalement, si ce n'est pas fait, vous pouvez réactiver votre micro pour poser des questions. Merci Pascal. Je ne sais pas si on peut... Attends. Moi, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, en fait, au début, c'était surtout l'Église qui s'occupait un peu de tout ça, et ça a été repris au milieu du XVIe siècle par l'État, finalement, par la compétence royale. C'est ça? Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que, si vous voulez, je n'aborderai pas ce sujet-là parce que je n'aurai pas le temps de le faire. Mais je vous invite, si vous lisez le bouquin que j'ai pondu, j'ai fait un chapitre sur les écoles d'infirmières. Et j'avoue que je ne connaissais pas ce chapitre. Je savais qu'il y avait effectivement, quand j'étais étudiant en médecine, quand j'ai commencé mon internat, il y avait encore beaucoup de religieuses dans les hôpitaux et il y avait des tensions entre les infirmières civiles et les infirmières religieuses. Et là, il y a une page qui est à la gloire des œuvres protestantes. C'est effectivement donc avec l'école Bagatelle et donc Anna Hamilton et donc cette histoire qui est absolument remarquable. Et ce qui est tout à fait remarquable, ce que je ne savais absolument pas, c'est que au moment donc où il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, donc la laïcisation et en particulier la laïcisation des personnels infirmiers dans les hôpitaux, les Parisiens sont distingués par une laïcisation brutale et avec des difficultés pour former des personnels compétents. Et les hôpitaux parisiens ont énormément souffert de cela, avec des personnels infirmiers qui n'avaient d'infirmiers que le nom, donc n'étaient pas compétents. À Bordeaux, les deux maires concernés, ça se passe, si vous voulez, donc à la fin du 19e, début 20e, donc c'est Paul Louis Land et Alfred Danet, tous les deux qui étaient médecins, tous les deux donc ont connu Anna Hamilton et ce qu'elle a fait. Et à partir de là, au lieu de faire une concurrence déloyale, au contraire, si vous voulez, ils ont demandé le concours d'Anna Hamilton, qui les a aidés à fonder donc une école infirmière laïque, donc concurrente, si l'on veut, par rapport à Bagatelle, mais ce n'est pas en mode de concurrence à ce moment-là que les termes se posaient. Donc, une école laïque qui d'abord était à Saint-André et puis
L'archevêque de Bordeaux, bien sûr, a voulu protéger ses ouailles et ça s'est très mal passé à ce moment-là. Donc, l'école s'est scindée en deux, avec une école donc, qui reste à Saint-André et surtout une école laïque qui était au Tendu. Et là, cette école laïque était un modèle pour les écoles laïques françaises. Et donc, Anna Hamilton a été partie prenante là-dedans. Et donc, c'est un élément que, honnêtement, je ne connaissais pas et qui est tout à fait passionnante et qui est vraiment tout à fait remarquable. Et je voulais vous le dire parce que c'est vrai qu'on parle essentiellement des abbayes, mais il faut reconnaître que dans les hospices, dans beaucoup de ces hospices, les personnes qui étaient prises en charge, c'était beaucoup plus pour des raisons de précarité, de pauvreté et autres, que de soins. Disons que le soin est arrivé progressivement donc à l'hôpital Saint-André numéro 2, comme vous l'avez vu, et puis après s'est développé effectivement donc à Saint-André numéro 3, avec là des vrais services de médecine et de chirurgie. Mais au départ, les apothicaires aussi, les médecins. les apothicaires, bien sûr, j'ai pas eu le temps d'en parler, bien sûr. Oui. Bien sûr. Jean-Pierre, tu voulais poser une question? Alors d'abord, un complément à ce que vient de dire le professeur Amériou. Si ma mémoire ne me trahit pas, dans la chronologie, c'est d'abord une école de formation des gardes malades. Oui, tout à fait. Mise au point vers le milieu du 19e siècle, oui, dans la maison de santé protestante de Bordeaux, qui à l'époque était rue Cassignol. Tout à fait. Tout à fait en dehors de mademoiselle Hamilton, Oui, Hamilton. beaucoup plus tard. Et c'est ensuite cette école qui est devenue l'école d'infirmière et qui a été installée dans les années 20, je crois, dans le courant des années 20, dans les bâtiments actuels qui se trouvent sur le domaine de Bagatelle, qui ont été financés en partie par des dons recueillis aux États-Unis par les infirmières américaines. Alors ça, c'était une première observation. Ça, ce n'est pas une question. Ma question concerne l'hôpital de la Manufacture. Est-ce qu'on a actuellement des éléments d'archives qui permettent de déterminer le nombre de personnes qui ont été mises au travail forcé, en quelque sorte, dans cette enceinte? Parce que, vous avez dit que l'hôpital de Manufacture avait été transformé en hôpital des enfants. Oui. Mais l'objet de ces établissements, c'était en fait, vous l'avez également dit, d'enfermer les personnes qui erraient dans les rues, qui mendiaient, etc., et les mettre au travail. Absolument. Absolument. Je ne sais pas répondre en termes quantitatifs, je ne sais pas. Je n'ai pas de chiffres. Mais est-ce que vous savez s'il existe des documents d'archives de l'exploitation de l'hôpital de Manufacture? Je ne sais pas vous répondre. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. J'ai des chiffres pour les enfants. Alors ça, oui, j'ai des chiffres pour la manufacture, pour les adultes, si vous voulez, donc ces miséreux qu'on a mis au travail, je ne sais pas du tout. Mais si vous voulez, ce qui était extraordinaire, c'est que, comme je le disais tout à l'heure en préambule, quand j'ai commencé à m'atteler à ce travail, j'ai découvert, j'ai rien découvert par moi-même, mais j'ai découvert des tas de choses que j'ignorais complètement. La manufacture, pour moi, était un mot que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai découvert ce bâtiment avec tout ce qui s'y est passé. Voilà. Alors après... Parce que pour les protestants que bien d'entre nous sommes, cette notion d'hôpital de manufacture évoque certains établissements dans lesquels des coreligionnaires ont été enfermés du temps de Louis XIV. Bien sûr. Mis au travail forcé. Bien sûr. Mais alors vous avez des coreligionnaires qui ont souffert aussi donc, à l'enclos Guiraud, puisque à l'enclos Guiraud, on n'a pas enfermé que des fous. Il y avait aussi, ça servait aussi de prison. Enfin bref, c'est partie des pages très peu glorieuses de notre histoire. Pour répondre à Jean-Pierre, en cherchant un petit peu dans les archives au niveau des écoles et tout ce qui était école, rue du Ha et un peu partout, j'étais tombée sur l'hôpital de la Manufacture qui était administré par un bureau présidé par l'archevêque et composé des membres du Parlement, de jurats, de magistrats, d'hommes de loi, et ça, il comptait en 1781 678 enfants exposés et ils étaient 899 en 1789. C'est tout ce que j'ai comme chiffre, mais voilà. D'accord. Mais moi, j'ai d'autres chiffres pour les enfants. Si vous voulez, bon, c'est un autre chapitre que je n'ai pas abordé, mais c'était le problème de ces enfants abandonnés
avec la fameuse tour d'abandon, avec tout ça. Et ensuite, la procédure, un enfant abandonné, un nourrisson abandonné, était pris en charge au départ à l'hôpital Saint-Louis. Donc, il y avait là des nourrices, mais ces nourrices, en fait, n'avaient pas pour vocation de garder l'enfant à l'hôpital Saint-Louis. Donc, ces enfants partaient chez des nourrices à la maison. Mais ces nourrices n'avaient pas qu'un nourrisson, elles en avaient plusieurs. D'où une mortalité infantile absolument effroyable. Bon, voilà. Ces enfants donc se développaient ou disparaissaient. Ceux qui survivaient ensuite revenaient sur Saint-Louis, partaient sur la manufacture où on leur apprenait des métiers selon que c'était des garçons ou des filles. Et à partir de l'âge de 15 ans, les garçons partaient sur les bateaux royaux ou à la campagne, et les filles partaient effectivement dans les maisons pour s'occuper de lingerie et autres. Bon, c'était le devenir. Mais quand on regarde les résultats, c'est absolument effroyable parce qu'on se rend compte que sur 1000 enfants, il y avait pratiquement moins d'une centaine de survivants à terme. Donc, autrement dit, c'est une mortalité absolument effroyable. Mais la mortalité infantile, même dans les maisons, était très, très importante. Un enfant sur les chiffres que j'ai retrouvés, dans les bouquins, bien sûr, les chiffres que j'ai retrouvés, c'est qu'au départ, un enfant sur 4 mourait dans la période néonatale. 1 sur 4. Et ensuite, 1 sur 4 mourait entre, mettons, quelques semaines et l'âge de 15-20 ans. Donc, autrement dit, il y avait une casse absolument effroyable donc, chez les jeunes. Bon, Dieu merci, les choses ont beaucoup changé. Et je reparlerai de ça à propos de l'hôpital des enfants, parce que vous verrez que les idées ont évolué en séparant, par exemple, les enfants abandonnés des enfants malades. Parce qu'à l'hôpital de la Manufacture, donc c'est ça qui était assez extraordinaire, c'est qu'à l'hôpital de la Manufacture, il y a eu des médecins qui sont spécialisés, le terme est trop fort, mais des médecins donc, qui prenaient en charge des enfants et qui ont appris à soigner des enfants malades. Et ce qui fait que certaines Bordelaises qui avaient des enfants malades amenaient leurs enfants à l'hôpital de la Manufacture pour qu'ils soient vus par des médecins qui avaient une certaine connaissance des maladies des enfants. Et les choses ont continué après, donc, à Cours de l'Argonne, donc le nouvel hôpital des enfants. Mais là, cette fois-ci, en prenant des précautions, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, on a séparé les enfants abandonnés des enfants malades, avec malgré tout des épidémies qui sont transmises. Mais en fait, disons qu'on a essayé de séparer au moins ces enfants pour éviter une contagion trop importante. Moi, ce que je note, je ne sais pas si... On t'entend mal, Jean. Ah oui, excusez-moi. Je ne sais pas où parler. Là, c'est bon. Vas-y, tu bon. Vas-y. Non, ce que je note, d'abord, bravo Jean-Paul, mais comme d'habitude, tu es toujours brillant. Ce que je note, c'est que dès le départ, quand il y a une création, ça part toujours d'un très bon sentiment, quelles que soient les personnes, femmes ou hommes. Et puis après, ça se détériore malheureusement avec le temps. Donc, tu as parfaitement raison. L'hôpital Saint-André, numéro 1, Vital Carle a donné des règles très précises, à savoir que c'était un administrateur civil et pas religieux qui devait donc diriger cet hospice. Deuxièmement, ce n'était pas l'archevêque qui était le patron, mais c'était effectivement le Parlement, le président du Parlement. Bref, il avait pris toutes les précautions possibles pour éviter ce qui était un jeu très courant à l'époque, c'est-à-dire que certains ecclésiastiques pillaient gentiment les caisses de l'Église à leur profit. Et donc, Vital Carle avait prévu ça et voulait l'éviter. Et bien, malgré ça, au bout d'un siècle, il y a eu des pillages, il y a eu des malversations, bref, l'hôpital Saint-André était mal géré. Et donc, petit à petit, on est passé d'une gestion, disons, ecclésiastique à une gestion civile, avec là aussi des manquements avec des personnes qui n'étaient pas forcément compétentes pour la gestion.
Mais tu as raison sur le fond, c'est-à-dire que ça soit l'hôpital Saint-André numéro 1 ou 2, que ça soit la manufacture, enfin, tous ces bâtiments sont tous tombés petit à petit en décrépitude parce qu'ils étaient mal entretenus, parce qu'ils ne correspondaient plus aux besoins du temps. En tout cas, cette conférence a un avantage pour moi, c'est qu'elle permet de mieux suivre le livre que tu as écrit et qui est une somme d'érudition extraordinaire. Je voudrais poser une question quant à l'autonomie financière des hôpitaux. Voulez-vous parler un petit peu plus près du micro, Olivier, s'il il vous faut plaît? parler un peu plus fort dans le micro. C'est mieux comme ça? Oui, Pour les deux. Je voulais poser une question quant à l'autonomie financière des hôpitaux. l'autonomie financière des hôpitaux. Oui. Un de mes cousins, qui est médecin, a fait son internat à Colmar. Il me disait la cuisine à l'hôpital de Colmar, et surtout l'internat, est très bonne parce que l'hôpital possède de grandes terres agricoles qui ravitaillent l'hôpital. On va voir comme autre exemple l'hospice de Beaune, il y avait des vignes. Est-ce qu'à Bordeaux, les hôpitaux, à un moment ou à un autre de leur histoire, ont possédé des terres? Bien Alors sûr. la question, c'est de savoir si les hôpitaux à Bordeaux possédaient des terres, comme à Beaune ou à, je ne sais plus. À Colmar. Bien évidemment, la réponse est oui, bien évidemment, les hôpitaux de Bordeaux possédaient des terres. Alors, si vous voulez, il faut imaginer quand même que de toujours, depuis toujours, pardon, il y a eu des legs qui ont été faits aux hôpitaux avec des terres, avec des immeubles, etc., etc. Donc, qui ont été revendus. Savez-vous, par exemple, qui est propriétaire du Grand Théâtre de Bordeaux? Oui. Voilà, eh bien, le propriétaire du Grand Théâtre de Bordeaux, c'est le CHU de Bordeaux. Alors, c'est une histoire là aussi, c'est une petite histoire dans la grande histoire, en ce sens que quand le Grand Théâtre de Bordeaux a été construit, Louis XVI avait une participation financière importante qu'il a été obligé d'abandonner parce que la France était, enfin, les caisses de l'État étaient vides. Et donc, le Grand Théâtre de Bordeaux était fini grâce donc, à des ressources locales. Et puis, il y a un événement qui s'appelle la Révolution française qui fait que le Grand Théâtre de Bordeaux était tombé quelque peu en déshérence, était devenu un lieu de turpitude. Voilà. Et ce qui fait que ce lieu donc, appartenait traditionnellement donc, aux hôpitaux de Bordeaux. Et quand le consul donc, est passé par Bordeaux, il a donné officiellement le Grand Théâtre aux hôpitaux. La ville de Bordeaux n'a pas du tout apprécié la plaisanterie, donc il y a eu des négociations, des discussions. Finalement, il y a donc un bail amphithéotique qui a été signé donc, à la demande de Napoléon Ier en 1810 ou 1811, je ne me souviens plus très bien la date, donc un bail amphithéotique qui fait que les hôpitaux de Bordeaux sont les propriétaires du Grand Théâtre de Bordeaux, mais par bail amphithéotique, il donne la jouissance du Grand Théâtre donc, à la ville de Bordeaux, moyennant, à l'époque, c'était un louis symbolique annuel. Et le dernier bail amphithéotique a été re-signé il y a 24 ou 25 ans. Donc au jour d'aujourd'hui, ce sont les hôpitaux qui sont officiellement propriétaires du Grand Théâtre, mais bien entendu, ils n'ont pas la jouissance. Alors il y avait des terres, par exemple, il y avait dans la propriété qui correspond actuellement au domaine de Cholet, où la direction générale, donc à Talence, une partie des terres débordait sur la mission Aubryon, qui est juste derrière, et ce qui fait que il était dit que chaque année, il y avait une ou deux caisses de mission Aubryon qui arrivaient chez le directeur général. Jamais personne n'en a jamais rien vu. Je crois que depuis, finalement, il y a eu des arrangements qui ont été signés entre le CHU et la mission Aubryon. Mais oui, bien sûr, il y a des possessions, mais il y a toujours eu, si vous voulez, des tractations financières qui ont fait qu'on a utilisé ces dons et ces legs pour construire, reconstruire, etc. etc. Donc oui. Il y a une très belle étude qui a été faite, qui a été publiée là-dessus, à propos du financement des hôpitaux pendant la Révolution française et après la Révolution française. C'est passionnant, mais là, c'est un sujet sur lequel je ne suis pas spécialiste.
J'avais une toute petite question, mais c'est juste pour m'éclairer un petit peu. Je sais que les apothicaires étaient en compagnonnage. Est-ce que les barbiers et les chirurgiens l'étaient aussi? Oui, la réponse est oui, puisque pour devenir chirurgien, il y avait un travail de compagnonnage pour être un chirurgien bordelais. Si vous étiez étudiant bordelais, il fallait passer 3 ans à travailler dans les hôpitaux bordelais. Si vous étiez étranger, il fallait 6 ans. Et il y avait toute une procédure. Il y avait une espèce de grand oral à la fin avec des épreuves théoriques et pratiques. C'était une procédure très, très compliquée. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait une séparation totale, complète, je veux dire, entre la formation des médecins et des chirurgiens, qui n'avait rien à voir. Et donc, les chirurgiens étaient très jaloux, effectivement, de leur autonomie. Et c'est pour ça qu'ils avaient fait construire, vous avez vu donc ce que je vous ai raconté, donc l'école Saint-Côme, donc qui était au départ une école chirurgicale et qui fonctionnait uniquement avec des meilleurs chirurgiens. Voilà. D'accord. Je voudrais rappeler que mes ancêtres, les arracheurs de dents, étaient quand même barbiers. Ils n'avaient pas subi une formation très importante. Il n'y avait surtout pas d'anesthésie. Puisque en fait, ce sont les dentistes nord-américains qui ont utilisé le fameux gaz hilarant, donc nitrite d'azote, et pour donc faire que leurs malades puissent ne pas souffrir pendant le moment où on arrachait les dents en question. Ce que je peux vous proposer, c'est que si vous avez des questions qui viennent à l'esprit. Oui, j'ai une question là. Allez-y. Vas-y, Didier. Allez-y. Vous nous avez promené dans Bordeaux une balade très intéressante, dont je vous remercie. Alors, nous sommes partis en gros de Saint-André pour arriver à Sainte-Croix en parcourant toute la partie ouest et sud, disons des boulevards, en gros. Oui. Et j'ai noté que on n'a rien vu de l'espace nord, c'est-à-dire au nord de la cathédrale, à moins que j'ai mal vu parce que c'est un petit écran. Il me semble qu'il n'y avait rien. Alors, est-ce que, notamment du côté des Chartrons, enfin, dans ces coins-là, à cette époque-là, y avait-il quelque chose? Les Chartrons, c'est 19e. Hein. Donc, oh, mais d'accord, mais le quartier. Le quartier, ben, il y avait quelques abbayes, mais il n'y avait pas de grands hospices comme il y avait, comme ceux que je vous ai montrés. Alors, c'est vrai que les institutions protestantes, donc, qui étaient développées pratiquement là où le lycée Montesquieu maintenant, donc il y avait là un point d'ancrage. Je crois qu'il y avait un autre hospice aussi pour accueillir les marins. Mais disons que il n'y avait pas, pour m'en parler, d'hôpital en dehors de ceux dont je vous ai parlé. Il y avait un certain nombre d'hospices, si vous voulez, qui étaient plus ou moins faibles sur le plan numérique, en quelque sorte, pour les places des personnes prises en charge. Alors, je disais donc que si vous avez des questions, vous avez une adresse mail. Ce que vous pouvez faire, c'est dans 15 jours. Si vous voulez m'adresser des questions, à ce moment-là, j'essaierai de vous y répondre donc à la fin de la deuxième balade. Alors, la balade, vous verrez, cette fois-ci, ça ne passera pas forcément à pied parce que les distances sont plus longues. Donc, je vous promènerai avec des moyens un peu différents et historiques. Le tram. En tout cas, merci infiniment. Le train, par exemple. Voilà. Merci. Vraiment, merci pour cette jolie balade. Je vous en prie. Et puis, à jeudi 20. Bien, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à jeudi 20. Très bien. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Encore merci.